Bonjour à tous, voici le chapitre P7 sur la dynamique du dipôle RC. Alors voyons tout d'abord ce que c'est qu'un condensateur. Donc un condensateur est un dipôle qui est constitué de deux armatures conductrices qui sont séparées par un isolant qu'on appelle aussi un diélectrique. Donc voici par exemple un modèle, vous avez les deux plaques bleues qui sont ici des matières conductrices qu'on appelle les armatures, qui ont une certaine surface, et elles sont séparées par un isolant qu'on appelle aussi donc le diélectrique qui est ici représenté en jaune. Et donc un condensateur, quand on va le mettre dans un circuit, on va le symboliser comme ceci. Ici, ça va représenter les deux armatures et au milieu donc le diélectrique que l'on ne représente pas. Et puis donc les fils ensuite qui permet de le relier au circuit électrique. Alors voilà à quoi ressemblent quelques condensateurs. Au lieu d'être plan comme ceci, il peut être en feuillet comme cela, enroulé, donc une plaque de métal, un isolant, une plaque de métal, plusieurs fois comme cela pour avoir un espèce de petit feuillet. Alors un condensateur, il est caractérisé par ce qu'on appelle sa capacité, que l'on appelle grand C, et qui s'exprime en farad. Le farad, l'unité, c'est un F majuscule, et la tension maximale admissible ou tension de claquage, au-delà de laquelle donc il ne peut pas être soumis. Alors nous allons voir l'effet capacitif d'un condensateur. Donc en fait un condensateur, il a la capacité d'accumuler des charges électriques sur ses armatures. On dit alors qu'il se charge. Alors l'isolant, lui, ne permet pas le passage du courant électrique entre les armatures du condensateur. Et donc, en fait, quand j'ai un courant qui arrive comme ceci, eh bien, en fait, cette plaque-là va se charger positivement, toujours positivement du côté où I arrive. Et inversement, on aura une charge opposée à la charge QA, donc je vais appeler QB, et la tension aux bandes du condensateur sera toujours prise dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens opposé à I, c'est la convention récepteur. Alors un condensateur qui est soumis à une tension UC va se charger instantanément, tel que QA, donc cette charge ici que je vais noter positivement, que je vais appeler Q, c'est grand C, donc la capacité du condensateur, multipliée par la tension de ce condensateur. Alors le générateur que l'on va mettre aux bornes du condensateur va faire circuler les électrons donc à l'extérieur du condensateur. Le courant, vous savez qu'il s'il vient comme ceci vers la gauche, eh bien ça veut dire que les électrons en fait vont dans l'autre sens, mais il n'y a pas d'électrons qui passent en travers là. Hein. Lorsque le condensateur est chargé, ensuite plus aucune charge ne circule. Le condensateur a stocké de l'énergie électrique, il n'y a plus de courant, on a atteint ce qu'on appelle le régime permanent, on en reparlera. Alors tout d'abord, vous me faites cet exercice, vous mettez sur pause et on se retrouve pour la correction. Alors on vous demande d'identifier les parties conductrices et isolantes du condensateur schématisé ci-dessous. Donc ici l'isolant est situé entre les armatures qui sont représentées, elles, par ces deux traits verticaux. La surface interne donc porte des charges de signe opposé et en égale quantité. Puisque j'ai I dans ce sens-là, ça veut dire que QA sera positif et QB sera négatif. Donc voici, si nous devions le représenter, ce qu'il faudrait écrire. Respectez bien le sens du courant, le sens de la tension et les charges, où est la charge positive, où est la charge négative. Deuxième question, comment la charge électrique évolue-t-elle si l'intensité du courant petit i est positive? Alors, si l'intensité petit i est positive, or, puisque I est égal à la dérivée de Q sur dt, eh bien ici, dérivée de QA sur dt, eh bien si ce courant est positif, ça veut dire que le delta Q sur delta T est positif, donc la charge va être une fonction croissante du temps puisque sa dérivée sera positive. Donc en fait, ça veut dire que le condensateur va continuer à se charger et accumuler de plus en plus de charge plus
sur cette armature-là et en même quantité, les charges moins sur cette armature-là. Allez, vous me faites cet exercice, vous mettez sur pause. Alors, on vous demande d'expliquer pourquoi la situation illustrée s'apparente à celle observée lorsqu'un condensateur est chargé. Eh bien, vous remarquez ici que en bas du nuage et à la surface du sol, eh bien, il y a des charges de signes opposés et qui sont localisées sur des surfaces en regard. Donc, c'est vraiment l'analogie avec les armatures d'un condensateur. Et puis, l'air qui est au milieu, eh bien, constitue l'isolant entre cette plaque que je pourrais appeler négative et cette plaque que je pourrais appeler positive, même si ce ne sont pas des plaques, bien évidemment. Mais dans cette situation, eh bien, ça se comporte exactement comme un condensateur. Alors, on vous demande ensuite de représenter la direction, le sens et du champ électrique qui règne dans l'espace séparant le nuage du sol. Eh bien, rappelez-vous, le champ électrique, alors, se trouve perpendiculaire aux plaques, donc ici, le champ électrique sera vertical, mais dirigé comment? C'est toujours, est toujours dirigé vers les potentiels décroissants, donc toujours vers les charges négatives. Donc effectivement, on va représenter des flèches, comme ceci, dirigées vers le haut, qui pointent donc du sol vers le nuage. Allez, vous me faites l'exercice numéro 8 et vous mettez sur pause. Le graphique ci-dessous représente la charge électrique Q d'une armature d'un condensateur en fonction de ses bornes. Bon, c'est QA est positif, donc c'est l'armature positive, en fonction de la tension UAB, qu'on peut appeler la tension UC aussi. Et on vous demande de rappeler la relation liant la charge QA et la tension UAB aux bornes d'un condensateur. Alors ça, c'est une relation du cours qu'il faut que vous connaissiez, à savoir QA, c'est la capacité du condensateur multipliée par la tension aux bornes du condensateur. Ici, UC est noté UAB. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Et nous voyons qu'ici, on a bien une représentation graphique qui nous montre que la charge varie de façon proportionnelle avec la tension et que ce coefficient directeur ici de cette droite, eh bien, c'est justement la capacité du condensateur. Et donc, pour déterminer la capacité, eh bien, il faut que je trouve ici la pente de cette droite. Donc, je vais prendre 2 points de cette droite et puis je vais écrire que c'est la pente donc, de cette droite, c'est-à-dire la capacité du condensateur, c'est delta Q sur delta UC. Et avec des points que vous choisissez, par exemple, moi j'ai choisi le point qui était ici, d'accord? Eh bien, je trouve 2,2 10 puissance moins 6 farad. N'oubliez pas, ici, vous avez la charge qui est donnée en microcoulombs qu'il va falloir convertir en coulombs, d'où le 10-6. Alors, est-ce que c'est un ordre de grandeur usuel? Alors ça, c'est vrai, je n'en ai pas parlé. Les ordres de grandeur usuels, il faut que vous les connaissiez. C'est de l'ordre du micro, voire du nanofarad. Voilà, ça, c'est vraiment les condensateurs usuels. Donc ici, puisqu'on est bien de l'ordre du microfarad, eh bien, on est bien sur un ordre de grandeur usuel. Allez, nous passons à la partie C, intensité et tension. Alors, l'intensité du courant électrique représente le débit de charge à travers une section de matériaux conducteurs, c'est-à-dire que si je prends cette section en bleu ici, eh bien, je vais compter le nombre d'électrons qui circulent pendant un certain temps. Voilà, ça correspond à l'intensité. Donc, I égale delta Q sur delta T, ça nous l'avions déjà vu. Avec au niveau des unités l'intensité en ampères, delta Q donc en coulomb et delta T le temps en secondes. Alors, lorsque le courant est variable, là je prends un grand I, un I majuscule, lorsque le courant est constant, dans un régime permanent. Mais lorsque le courant est variable, eh bien, I va devenir la limite lorsque delta t tend vers 0 de cette variation de charge qui circule à travers donc cette section
par rapport au temps. Donc en fait, I devient tout simplement la dérivée de Q par rapport au temps. Donc ça, il faut que vous l'appreniez par cœur. Et je note I minuscule lorsque je parle de courant variable. Alors si je prends par exemple ce condensateur-là, effectivement, je n'ai pas un courant qui est constant, mais on va voir que l'intensité du courant va varier jusqu'à ce que en fait la totalité des charges pouvant être acceptées sur ces condensateurs soit établie, et donc à ce moment-là, après, il n'y a plus de courant. Donc le courant sera très important au début et puis ne va cesser de diminuer pendant toute la phase transitoire jusqu'à devenir nul lorsque le condensateur sera chargé. Donc juste pour vous dire que ce courant, il va varier. Donc, I va représenter donc la dérivée de Q par rapport au temps. Or, Q, c'est la capacité du condensateur multipliée par la tension aux bornes du condensateur. Et ça, c'est une constante. Ça va varier, mais ça, c'est une constante. Donc, si je remplace ceci dans la dérivée, je vais pouvoir sortir la constante de la dérivée. Et donc, ça va me donner I égale C, constante, multipliée par la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps. Donc ça, c'est vraiment la relation qu'il faut connaître par cœur. Avec ici l'intensité, n'oubliez pas d'écrire un petit i, puisque ce courant va varier en ampères, la capacité en farad, la tension du condensateur en volts et enfin le temps en secondes. Allez, vous me faites cet exercice et on le corrige juste après. Alors, un circuit comportant un condensateur est parcouru par un courant électrique d'intensité variable. Quelle relation lie la tension aux bornes du condensateur, donc UC, et sa capacité? Eh bien, on a la charge QA égale C fois UAB, UAB ou UC, peu importe, que vous l'écriviez comme ça ou comme ça, c'est peu importe. Ça représente donc la tension aux bornes du condensateur, là et là, et Q représente la charge sur l'armature positive. Donc attention, il faut vraiment que vous appreniez par cœur cette schématisation. Correctement noter la tension, l'intensité et où se trouvent les charges positives et négatives. Deuxième question, en déduire une relation entre l'intensité du courant et la tension aux bornes du condensateur. Alors vous savez que I égale dQ sur dt, donc on va dériver Q par rapport au temps. Donc dériver de Q par rapport au temps, c'est ici, puisque C est une constante, c'est la dérivée de CUC par rapport au temps, mais je peux sortir la constante de la dérivée, et donc ça me donne C multiplié par la dérivée de UC par rapport à dt. Or ça, c'est le courant, I égale dQ sur dt, donc je peux écrire que I est égal à C multiplié par la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps. Alors parlons maintenant des capteurs capacitifs. Les capteurs capacitifs peuvent détecter la présence d'un objet par la mesure de la modification de la capacité sous l'effet de plusieurs facteurs comme de la géométrie du condensateur, d'une modification d'un champ électrique dans le condensateur ou de la modification de la charge électrique. Justement, on utilise ces capteurs capacitifs par rapport au téléphone portable. Eh bien, si vous avez un smartphone, quand vous glissez la main sur l'écran, eh bien, en fait, vous modifiez le champ électrique et grâce donc à des capteurs capacitifs, eh bien, il reconnaît à l'endroit qui est modifié, eh bien, la position de votre doigt par la détermination des coordonnées de la zone touchée. Alors maintenant, nous allons étudier le circuit RC en série. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un circuit RC? C'est un circuit dans lequel donc, je trouve un générateur de tension, un conducteur ohmique de résistance petit r en série avec un condensateur.
Et ici, j'ai un interrupteur un petit peu particulier. Cette petite baguette peut basculer soit en position 1, soit en position 2. Et donc l'association ici en série d'un condensateur et d'une résistance forme ici ce qu'on appelle le dipôle RC. Lorsque l'interrupteur sera en position 1, eh bien, le générateur va rentrer dans le circuit. On va alors parler de charge du condensateur à travers cette résistance. Et lorsque l'interrupteur sera en position 2, eh bien, je n'aurai plus que ce petit circuit-là. Je n'ai plus de générateur. Et on va alors parler de décharge à travers la résistance R. Et nous allons étudier ces deux situations. Alors tout d'abord, la charge du condensateur. Donc voici le schéma qu'il faut connaître. Donc pour effectuer une charge de condensateur, trois dipôles en série, le générateur de tension continue E, en série avec un conducteur ohmique de résistance R, suivi d'un condensateur de capacité C. Alors, n'oubliez pas, dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'a absolument aucune importance. Par contre, rappelez-vous, pour un générateur, eh bien, la convention générateur, c'est que la tension E est dans le même sens que le courant. Par contre, pour tous les autres dipôles qui sont des récepteurs, eh bien, le courant est fléché dans le sens inverse de la tension. Alors, donc à l'instant t égale à 0, on a basculé l'interrupteur sur la position 1 et on a besoin de connaître les conditions initiales. Sur le condensateur, c'était qu'il était initialement déchargé par exemple. Donc juste avant de basculer sur 1, la tension aux bornes du condensateur était nulle. Donc au moment où on bascule sur 1, qu'on va appeler donc à l'instant t égale à 0, on considère qu'il est totalement déchargé et donc que sa tension est nulle. Et puis, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le condensateur va se charger petit à petit. Effectivement, il va y avoir un courant qui va circuler et on va avoir un dépôt de charge positive sur cette plaque-là supérieure et des charges négatives sur cette plaque inférieure. Alors, faisons la loi d'émail ici des tensions. Donc, je vous rappelle, la loi d'émail, je pars d'un point du circuit, je me donne un sens, par exemple le sens horaire ici, mais je peux prendre n'importe quel sens. Toutes les flèches qui seront dans ce sens seront prises positivement et toutes les autres seront prises négativement. Donc par exemple, je pars d'ici, donc j'ai plus E, ici pas de tension, ensuite moins R, moins UC est égal à 0 puisque je suis revenu au point de départ. Donc, on peut écrire cette loi d'émail. Si vous le prenez dans l'autre sens, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Si je pars de ce point, par exemple, donc là, je n'ai pas de tension. Là, ça sera plus UC, plus UR, mais moins E. Donc, en fait, c'est exactement l'opposé de cela. Donc, ça revient exactement au même. Or, vous vous rappelez, il faut trouver donc une relation qui ne fasse apparaître plus que la tension du condensateur comme variable, E étant une constante, UR varie, UC varie, et moi je veux trouver une relation qui me permette d'avoir une équation avec comme seule variable la tension aux bornes du condensateur. Donc pour cela, je sais que d'après la loi d'Ohm, eh bien, la tension aux bornes du condensateur, UR, est égale à R fois I. Or, nous avons vu que I était égal à C multiplié par la dérivée de UC sur dt. Donc, je vais remplacer le I et le R là-dedans. Donc, ça va me donner ceci. Je reconnais donc une constante, la dérivée de UC et la tension UC. Donc, en fait, si je fais passer le E de l'autre côté, je peux écrire donc cette relation-là. Et je vais tout diviser par RC, donc ce terme-là, ce terme-là et ce terme-là. Et ça me donne ceci. Et là, nous reconnaissons une équation différentielle en UC, puisque j'ai la dérivée de UC qui apparaît, ainsi que la fonction UC. Tout le reste, ce sont des constantes. Et donc, ceci, vous l'avez vu en mathématiques, nous sommes dans cette situation-là.
lorsque j'ai la dérivée d'une fonction qui est égale à donc une constante multipliée par cette même fonction non dérivée plus une autre constante. Donc ici, si je regarde l'équivalence, eh bien, je peux dire que ce terme-là, c'est donc petit a. Donc petit a est égal à moins 1 sur RC. Et enfin, ce terme-là, c'est petit b. Donc petit b est égal à E sur RC. Et la solution à cette équation différentielle, elle est de ce type-là. Donc la solution, y, moi c'est pas y, c'est UC, égale k fois l'exponentielle de petit a, donc j'ai dit que petit a c'était ceci, multiplié par la variable x, ici x pour nous c'est le temps, moins petit b sur a, moins petit b sur a. Donc si je l'écris exactement sous cette forme-là, je vais l'avoir comme ceci. J'ai remplacé petit a et petit b par leur valeur. Donc, il va falloir maintenant que je détermine k. Alors, la seule façon de déterminer k, c'est d'utiliser les conditions à l'origine. En effet, nous avions dit qu'au moment où on avait chargé le condensateur, à l'instant t égale à 0, le condensateur était initialement déchargé. Donc, je vais remplacer le temps par 0. Or, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, je peux dire que UC de 0, c'est égal à K fois 1, donc K, plus E. Ça veut dire que K, et ça c'est égal à 0. Et donc, ça veut dire que K est égal à moins E. C'est égal à 0 puisque nous avions dit que le condensateur était déchargé. Donc, K est égal à moins E. Du coup, je peux écrire cette équation plus simplement en faisant apparaître que des grandeurs connues. Et donc, je vais pouvoir mettre E en facteur. Et donc, voici ce que cela va me donner. La tension aux bornes du condensateur par rapport au temps, c'est grand E, donc tension du générateur, multiplié par 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Alors, on va parler de la constante de temps qui est un temps caractéristique du dipôle RC que je vais appeler tau qui est égal à donc R fois C avec tau en secondes, la résistance en ohms et la capacité du condensateur en farad. Et voici à quoi va ressembler donc cette fonction UC de T. Vous voyez qu'au temps t égale à 0, donc la tension est nulle, donc le condensateur était déchargé. Et puis au cours du temps, eh bien, le condensateur va se charger. Donc en fait, les charges qui vont se mettre sur les armatures vont augmenter au fur et à mesure. Et donc là, la tension du coup va augmenter jusqu'à atteindre une asymptote ici horizontale. Lorsque t tend vers l'infini, ici, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et donc, il me restera E fois 1, donc c'est-à-dire E. Donc, voici l'allure de la tension au cours du temps pour la charge d'un condensateur. Il faut vraiment que vous connaissiez ces allures-là. Alors, en quoi tau nous intéresse-t-il? Eh bien, si je calcule, si je remplace tau qui est égal à RC ici, donc je vais avoir RC moins RC sur RC, ça veut dire exponentielle de moins 1. Donc je vais avoir ceci, et là je m'aperçois que cela vaut en fait ce terme-là, tout ce terme-là, là dans les parenthèses, ça vaut 0,63. Donc ça veut dire que à t égale tau, je suis à 63% de la charge maximale donc de mon condensateur. Lorsque t va être égal à 3 tau, bien si je remplace, eh bien j'obtiens alors, j'atteins 95% de la charge maximale. Et enfin, au bout de 5 taux, je suis à 99% de la charge maximale. Je peux considérer que la charge maximale est quasiment atteinte. Et je peux considérer que je suis en régime permanent à partir de 5 taux qui se situent à peu près ici. Donc, ça veut dire que
ce qu'il va falloir que vous vous rappeliez, c'est qu'à T égale taux, eh bien, je suis à 63% de E. Ça va être une des méthodes pour trouver taux, par exemple. Que si on vous donne, par exemple, juste cette courbe-là, on vous donne E, on vous donne cette courbe-là, on vous demande de calculer le temps caractéristique. Puisque c'est une charge, la charge obtenue pour T égale taux, je suis à 63% de E, donc je calcule 63% de E que je reporte sur le graphique et j'en déduis taux. Alors, on vous dit que c'est un temps, mais est-ce que les unités font que c'est bien un temps? Eh bien, on peut raisonner de cette façon-là. R, c'est une tension divisée par une intensité, d'après la loi d'Ohm. Donc, les unités de R qui sont en ohm correspondent à des volts par ampère. Je vais faire la même chose maintenant pour C, qui est égal à Q sur UC. Donc, ça veut dire que les unités de C, Q, c'est I fois delta T, donc ampère fois seconde, divisé par une tension. Et donc, si je multiplie ces unités entre elles, eh bien, effectivement, je m'aperçois que je peux tout simplifier et obtenir donc uniquement des secondes. Donc, on a bien taux en secondes. Quand vous avez de toute façon une exponentielle, il faut savoir que ce que vous avez dans l'exponentielle n'a pas d'unité. Il ne peut pas y avoir d'unité dans une exponentielle. Donc forcément, si vous avez ce genre de rapport, eh bien, ce que vous avez au-dessus doit être de la même unité que ce que vous avez en dessous, ici, dans l'exponentielle. Du coup, ça n'a pas d'unité. Et donc, l'unité de la tension, c'est bien, ici, de UC, c'est bien l'unité de la tension du générateur, c'est-à-dire des volts. Donc, lors de la charge, il faut savoir que la tension est variable et cette tension va augmenter au cours du temps. On appelle ça le régime transitoire. Et par contre, qu'on considère qu'au bout d'une durée qui est égale à environ 5 taux, on considère que le condensateur est chargé, que sa tension ne varie plus et on dit qu'il a atteint alors son régime permanent. Donc ici, cette partie-là s'appelle le régime transitoire, cette partie-là s'appelle le régime permanent. Vous pouvez le rajouter sur votre cours. Allez, vous me faites cet exercice. Ça c'est vraiment des maths, hein, donc y' représente donc la dérivée d'une fonction et y cette fonction, et on vous donne des conditions initiales. Donc essayez de faire l'exercice. Pour rappel, vous avez ceci qu'il va falloir apprendre par cœur. Alors, on vous donne ces deux. Très honnêtement, moi, je ne me rappelle que de celle-ci, parce que celle-ci, est un cas particulier de celle-ci lorsque B est nul. Donc, moi, je vous engage à ne vous rappeler que de ceci. C'est-à-dire de connaître le type d'équation différentielle avec sa solution associée. Ça, vraiment, il faut l'apprendre par cœur. Allez, je vous laisse du coup le faire. D'accord, exactement comme nous avons fait tout à l'heure. Essayez de retrouver par exemple ici, vous avez donc cette situation-là avec petit a qui vaut 2, petit b qui vaut 3. Donc vous connaissez moins b sur a et là vous connaissez ax. Pour trouver k, vous utilisez y de 0. Donc autant t égale à 0. Et, enfin, c'est pas le temps ici, c'est x, pardon. Et donc vous essayez de trouver à quoi cela correspond. Allez, je vous laisse faire et je vous donne la correction. Alors, voici ce que vous auriez dû trouver. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez le noter et on le reprendra en cours si vous le désirez. Allez, faisons l'exercice numéro 17, page 438. Mettez sur pause et on se revoit pour la correction. Alors, un dipôle RC est constitué par l'association d'un condensateur de capacité C de 47 microfarads et d'un conducteur ohmique de 1 kΩ. Et on vous demande de calculer le temps caractéristique de ce dipôle. Alors tout d'abord, le temps caractéristique noté taux, c'est R fois C. Donc ici, vous avez les valeurs, il suffit donc de faire le calcul, mais attention aux unités, puisqu'il va falloir faire des conversions. La capacité, il faut qu'elle soit en farad, et la résistance en ohm. Donc ça me donne ce calcul-là,
et on trouve donc 47 millisecondes pour le temps caractéristique. Deuxième question, à partir de la loi d'Ohm et de la relation I égale C dérivée de UC par rapport au temps, vérifiez par une analyse dimensionnelle que l'expression du temps caractéristique est homogène. C'est-à-dire vérifier que R fois C est bien homogène à un temps. C'est ça qu'on vous demande. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On va le voir ici par une autre façon de faire et surtout de le représenter. Donc, par contre, ça revient au même. D'après la loi d'Ohm, on a U égale RI. Donc, R est égal à U sur I. Alors, si R égale U sur I, ça veut dire que 1 ohm, c'est 1 volt par ampère. De la même façon, d'après la relation I égale C dérivée de UC sur dt, donc ça veut dire que C est homogène à un courant multiplié par un temps divisé par une tension. Puisque si vous voulez, vous pouvez remplacer la dérivée par des deltas. Donc ça, même si c'est des delta UC, ça correspond à une tension ici et ici à un temps. Donc on peut écrire que 1 farad, c'est donc une intensité multipliée par un temps divisé par une tension. Et donc on va multiplier maintenant ces deux grandeurs. Et ça nous revient à écrire ça fois ça. Et vous voyez ici que je peux faire des simplifications et on a bien le produit RC qui s'exprime en secondes. Allez, maintenant nous allons parler de la décharge du condensateur. Donc, je reprends le schéma initial, mais cette fois-ci, je vais basculer sur la partie 2 de l'interrupteur. Donc en fait, ça correspond juste à ça, hein, puisque ici, c'est comme si j'avais enlevé le générateur. Donc on a juste ceci. Donc R et C en série. Vous conservez bien la même indication du courant et des tensions que lors de la charge. C'est important pour la suite, surtout pour être cohérent par rapport aux grandeurs que nous allons écrire. Donc, à l'instant t égale à 0, on a basculé dans la position 2. Et là, cette fois-ci, au temps t égale à 0, eh bien, le condensateur était initialement chargé. Et sa charge valait E. On avait attendu au moins que le régime permanent soit installé, donc 5 taux, et le condensateur, donc, initialement, était chargé. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, le condensateur va se décharger. Et donc, UC qui valait E, eh bien, va diminuer puisque les charges vont se déplacer dans ce circuit, en fait, jusqu'à ce que la tension soit nulle au niveau du condensateur. Donc, là encore, on fait toujours la même chose, la loi des mailles. Donc, vous partez d'un point, de n'importe quel point, dans n'importe quel sens, et vous écrivez alors UR plus UC égale à 0. En effet, si je pars de ce point par exemple, et que je circule comme ceci, eh bien je rencontre ici UR plus UC, et comme je suis revenu au point de départ, c'est égal à 0. Je peux partir de l'autre côté, je peux partir de ce point et faire dans l'autre sens, donc ça fait moins UC, moins UR et est égal à 0 puisque je suis revenu à mon point de départ. Donc vous voyez, ça revient exactement au même, hein, quel que soit le sens d'orientation du circuit choisi. Donc là encore, j'utilise la loi d'Ohm et I égale C multiplié par la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps que je vais réinjecter dans cette équation. Donc ça me donne ceci. Là encore, j'ai une équation différentielle en UC puisque j'ai la dérivée de la fonction UC plus un terme qui comporte la fonction UC en elle-même, R et C étant des constantes. Donc je peux l'écrire sous cette forme-là. La dérivée de la fonction, c'est la fonction multipliée par cette constante ici. Donc on va essayer de trouver sa solution à cette équation différentielle. Là encore, je vais utiliser ce petit focus. Donc je me retrouve dans cette situation, mais je peux très bien dire que je suis aussi dans cette situation avec b est égal à 0. Donc j'aurai ici, j'aurai quelque chose dans la solution qui sera nul et puis c'est tout.
Donc, je reconnais ici la valeur de petit a. Et donc, attention ici, pour nous, x, il n'y a pas de x. X, c'est le temps, hein, puisque je dérive par rapport au temps. Et donc, on va pouvoir écrire la solution sous cette forme-là. À nouveau, il va falloir que je trouve la valeur de grand K. Pour cela, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'utiliser les conditions initiales. Or, nous avions dit qu'à t est égal à 0, le condensateur était totalement chargé et valait la valeur E au niveau de sa tension. Donc, je vais remplacer t ici par 0 dans cette expression. Donc, exponentielle de 0, je vous rappelle que ça vaut 1. Donc, j'ai alors UC de 0 qui vaut K. Et nous avions dit que cette tension, à l'origine, valait E. Donc, ça veut dire que K est égal à E. Donc, je vais pouvoir tout simplement écrire cette solution à cette équation différentielle sous cette forme-là. La tension, donc, va être égale à une constante qui se trouve être la valeur de grand E multipliée par l'exponentielle de moins t sur RC. Je retrouve ici cette équation, et bien voici sa forme. Donc à t égale à 0, ici ça vaut 1, donc je suis bien à E. Et puis le condensateur va se décharger, donc sa tension va diminuer. Tout ça, c'est le régime transitoire, jusqu'à atteindre ici notre régime permanent, qui est atteint lorsque la tension du condensateur est nulle. Il n'y a plus du tout de charge sur les deux plaques du condensateur. Je vais reparler à nouveau de la constante de temps, qu'on appelle aussi le temps caractéristique du dipôle RC, qui vaut toujours RC. Et là, cette fois-ci, à t égale taux, je suis donc à 37% de E. Pour 3 taux, 5% de E. Et au bout de 5 taux, je suis à 1% de E. Donc, je suis ici. Et donc, je peux considérer qu'à t égale 5 taux, le régime permanent est atteint. Exactement comme lors du cas de la charge. Allez, vous me faites cet exercice, vous mettez sur pause. Alors, on vous demande d'associer à chaque position de l'interrupteur 1 ou 2 du schéma ci-dessous le graphique qui va représenter la tension UC aux bornes du condensateur au cours du temps. Donc, ici, vous reconnaissez la charge du condensateur lorsque donc l'interrupteur est sur la position 1, lorsque donc dans le circuit j'ai un générateur. Donc ici, la tension qui initialement est nulle aux bornes du condensateur va augmenter. Ça, c'est le régime transitoire jusqu'à atteindre le régime permanent. Et ici, j'atteins la valeur de grand E. Inversement, pour le schéma B, je suis dans le cas d'une décharge. Initialement, le condensateur est chargé et lorsqu'il va basculer en position 2, eh bien, il va se décharger à travers la résistance, sa tension va diminuer. Tout ça, c'est le régime transitoire jusqu'à atteindre le régime permanent. Ici, lorsque la tension du condensateur devient nulle, alors le condensateur est totalement déchargé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à noter vos questions et vous me les poserez au prochain cours. À très bientôt.